de jeeps lunaires. Et ne manquez pas de visiter le musée de la base de la Tranquillité. Vous pourrez y voir les empreintes de pas de Neil Armstrong près du module lunaire de l'époque. Ceux qui se trouvent à gauche de l'appareil peuvent admirer la planète Terre. Il est 10 heures, heure locale, après le lever du soleil. Mesdames et messieurs, bienvenue sur la Lune. N'avez-vous jamais rêvé de plier bagages et de partir pour une contrée lointaine? Vous n'êtes pas le seul. Je suis Patrick Stewart. Il y a près de 500 ans, une vague humaine a débarqué d'Europe sur les côtes d'un nouveau monde inexploré. Des siècles plus tard, la promesse de l'or a donné naissance au cri de ralliement « Pars à la conquête de l'Ouest, jeune homme ». Et c'est par milliers qu'ils sont partis coloniser les terres vierges de l'Amérique. En juillet 1969, un nouvel espace a été ouvert. Pour un nombre grandissant de scientifiques, d'ingénieurs et d'explorateurs, la Lune représente la dernière contrée propice à une colonisation de l'homme. Il y a des trésors dans ces collines lunaires, les réponses sur les origines de notre Terre et de notre système solaire, et peut-être assez de ressources naturelles pour la première colonie humaine extraterrestre. Plus qu'il n'en faut pour justifier un retour sur la Lune et au-delà. Autrefois, la tradition voulait que les pilotes d'essai deviennent les meilleurs astronautes. En 1972, la NASA rompt avec la tradition et envoie un scientifique entraîné dans l'espace, le géologue Harrison Schmitt, plus connu sous le nom de Jack. Le 11 décembre, c'est lui et le commandant Eugene Cernan qui guident le module lunaire vers la surface de la Lune. Stand by for pitch over. Oh, are we coming in? Pitch there it is. Proceeded. And there it is, Houston. There's Camelot. Wide off target. I see it. We got them all. 42 degrees, 37 degrees, to 5,500. Stand by for some dust. Little forward, G. Little forward a little. 90 feet. Little forward velocity. 80 feet. Going down at 3. A little dust. Going down about 2. Very little dust. Very little dust. 40 feet. Going down at 3. Stand by for touchdown. Stand by. 25 feet. Down at 2. Feels good. 20 feet. Going down at 2. 10 feet. Contact. A push. Engine stop. Okay, Houston, the Challenger has landed. Roger, Challenger, that's super. Houston, you can tell America that Challenger is at Taurus Littrow. La vallée de Taurus Littrow est un véritable paradis pour le géologue. Et c'est ce que j'ai dit spontanément lorsque j'ai regardé pour la première fois par le hublot du module Challenger et que j'ai vu la magnifique vallée dans laquelle nous venions de nous poser. Nous savions ce qui nous attendait grâce aux photographies et aux exercices de simulation réalisés à partir de ces photos. Mais de voir les pentes étincelantes de lumière et cette profonde vallée, plus profonde que le Grand Canyon, les montagnes de chaque côté qui s'élèvent à plus de 2500 mètres, le ciel d'un noir intense et le soleil flamboyant illuminant cette vallée, le plus éclatant soleil que l'on puisse imaginer. Toute cette atmosphère et ce paysage en 3 dimensions devant moi m'a fait dire « ça va être extraordinaire ». Et ça l'a été. I was strolling on the moon one day in a merry, merry month of December. Now, May's the month. May, that's right. Le but de la mission Apollo 17 est d'explorer une vallée creusée par l'impact d'un gigantesque météorite il y a plus de 3,5 milliards d'années.
Too bad I don't have my skis. Man, I can cover ground like a kangaroo. Schmitt et Cernan parcourent plus de kilomètres, ramassent plus de pierres lunaires et passent plus de temps sur la surface de la Lune qu'aucune autre mission Apollo. Gravity. Copy the mark. Flashing. Copy the mark. Okay. It's the old boulder rolling trick. How about getting a soil sample under there? Don't hit the rover. 3 jours de dur labeur, avec parfois quelques avatars. No. Dadgummit. Jack Schmitt having a few problems. 1 hour, 7 minutes. Cernan et Schmitt sont les 11e et 12e hommes sur la Lune, et aussi les derniers. Okay, what they're saying is I don't... Avant leur départ, Cernan marque l'événement. We'd like to uncover a plaque that has been on the leg of our spacecraft that we have climbed down many times over the last 3 days. And I'll read what that plaque says to you. Spearman completed his first exploration of the moon, December 1972 AD. May the spirit of peace in which we came be reflected in the lives of all mankind. Une caméra de télévision télécommandée laissée à la surface filme leur départ le 14 décembre 1972. Ils laissent derrière eux une lune qui portera longtemps les stigmates du programme Apollo. Des empreintes de pas qui resteront là 1 million d'années dans cet environnement immuable. Les tâches d'alunissage de 6 capsules lunaires, 3 jeeps lunaires, 2 balles de golf, un marteau, une plume de faucon et une demi-douzaine de drapeaux américains. Un réseau d'instruments scientifiques alimentés par de petits générateurs nucléaires envoyait jadis des flots de données vers la Terre, jusqu'à ce qu'ils soient déconnectés par manque de financement. Mais les Américains, comme les Russes, ont aussi envoyé des engins spatiaux robotisés. Quelques-uns, en se posant en catastrophe, ont éparpillé sur le sol des débris électroniques et, dans un élan poétique, des centaines de petites étoiles rouges soviétiques. Aujourd'hui, la Lune est silencieuse. Plus personne n'y est jamais retourné. Haute comme un immeuble de 36 étages et développant une poussée de plus de 3000 tonnes, Saturne V est la plus puissante des fusées ayant envoyé des hommes dans l'espace, sans jamais le moindre échec. Les enfants qui visitent le parc du centre spatial Johnson, à Houston, dans le Texas, n'ont peut-être jamais entendu les noms de Armstrong et Aldrin, où la phrase « Eagle s'est posée ». Ou s'ils l'ont entendu, ils ne comprennent peut-être pas pourquoi nous avons cessé d'aller sur la Lune, ou pourquoi nous y sommes allés en premier lieu. I believe we should go to the moon. I believe that this nation should commit itself to achieving the goal, before this decade is out, of landing a man on the moon and returning him safely to the Earth. Lorsque le président Kennedy s'adresse au Congrès américain en 1961, il fixe l'objectif d'une course qui a commencé des années auparavant. 4 octobre 1957. Sputnik, le premier satellite artificiel du monde, est mis sur orbite par l'Union soviétique. Brutalement, l'Amérique se réveille à la seconde place. « 12 avril 1961. Le premier homme dans l'espace, le cosmonaute soviétique Yuri Gagarin, décrit une orbite complète autour de la Terre et redescend dans son pays natal en héros national. 3 semaines plus tard, l'Amérique prend les cieux d'assaut. Lancé à 190 km d'altitude, Alan Shepard s'offre une belle vue et un atterrissage parfait. En février 1962, le premier Américain à décrire une orbite autour de la Terre est John Glenn. En 5 heures, il fait 3 fois le tour de la Terre.
Affirmative. I am go for the next orbit. Roger, understand. MCC confirms that they are go at the present time for third orbit. Toujours à la traîne des Russes, l'Amérique lance alors un nouveau et audacieux défi. Avec le programme Apollo, c'est la course à la Lune qui commence. La recherche, le développement et les essais de nouvelles technologies mobilisent les forces de plusieurs centres importants de la NASA et de 20 000 entreprises. On estime que près d'un quart des heures de travail sont des heures supplémentaires gracieusement offertes par des gens tellement absorbés par ce qu'ils font qu'ils en oublient de rentrer chez eux. Des sciences entièrement nouvelles sont inventées et codifiées. De nouveaux matériaux sont créés pour répondre aux exigences du vol spatial et à celles des impacts. Une armée de 400 000 personnes participe de près ou de loin au programme Apollo. Ensemble, ils construisent la machine la plus puissante et la plus complexe que la Terre ait connue. 3 millions de pièces de haute technologie qui s'adaptent avec une cohésion dont seule la nature semblait capable. C'est au prix de 24 milliards de dollars que l'Amérique reprend le dessus. Entre 1969 et 1972, 12 Américains font un voyage de 400 000 km et laissent l'empreinte de leurs pas sur un autre monde. En moins de 10 ans, le rêve du président Kennedy est devenu une réalité. La course à l'espace est terminée. We got a beautiful picture, you guys, up down there. Mais passé la ligne d'arrivée, le programme spatial perd de sa dynamique. Préoccupés par la guerre du Vietnam, les gens s'intéressent peu aux missions sur la Lune. Le soutien politique disparaît. Pour Paul Spudis, la fusée Saturne V symbolise la fin d'une époque. C'est une fusée incroyable. Elle repose ici sur l'herbe sous le soleil brûlant du Texas, alors qu'elle devrait être au fond de l'océan Atlantique. Et si elle ne l'est pas, c'est parce que les 3 derniers vols vers la Lune ont été annulés. Je suis très fier que nous ayons pu autrefois construire un engin capable d'envoyer des hommes et des machines sur la Lune et en même temps déçu qu'on ne le fasse pas. L'espace est vaste, il est prometteur, il est futuriste, il est visionnaire. Il exalte les gens, les enfants. C'est pour ça que je fais ce métier, parce que j'ai vu des gens aller sur la Lune et voler dans l'espace, et je voulais le faire. Géologue à l'Institut lunaire et planétaire à Houston, dans le Texas, Spudis fait partie de ce qu'on appelle l'underground. Un nombre grandissant de scientifiques, d'ingénieurs et d'entrepreneurs partagent la même conviction. Un retour sur la Lune devrait faire partie de tout programme spatial. On peut faire 4 choses sur la Lune. On peut l'étudier comme laboratoire naturel pour comprendre les processus planétaires et son histoire. On peut utiliser la Lune comme avant-poste pour observer l'univers qui nous entoure. On peut employer les matières premières, l'énergie et les ressources de la Lune, autant dans l'espace qu'en les important sur Terre. Et enfin, on peut vivre sur la Lune et comprendre ainsi ce que cela implique pour l'humanité de vivre ailleurs que sur la Terre. La Lune est de la taille de l'Afrique. La Lune est un tout nouveau continent, un 8e continent que les États-Unis et les autres pays du monde industrialisé qui le désirent peuvent conquérir. Pour que l'espace nous soit utile, il doit être accessible. Or, la Lune est proche de la Terre, elle est très commode. Les voyages sont de courte durée et c'est plus sécurisant que d'aller sur des planètes beaucoup plus éloignées. Nous pourrons donc y envoyer plus de personnes et les ramener en un temps très court. C'est un tremplin pour accéder au reste du système solaire. Si nous voulons l'explorer ou aller sur Mars, nous devons apprendre à vivre et à travailler dans un environnement étranger et hostile. Aller sur la Lune est, je crois, inévitable. Les seules questions sont de savoir si ce sera au cours de ce siècle et si ce sera ce pays qui le fera.
La Lune n'est plus un pion sur l'échiquier politique de deux superpuissances. Aujourd'hui, l'intérêt du Japon à un retour sur la Lune est uniquement économique. À la Shimizu Corporation de Tokyo, la plus grande entreprise de bâtiments du monde, on travaille sur les plans d'une base lunaire du XXIe siècle. Les dirigeants de la Shimizu prévoient de nouveaux marchés prometteurs dans le développement de l'industrie spatiale. Ils misent sur l'avenir. Au début, quelques personnes retourneront sur la Lune pour apprendre à vivre dans des conditions difficiles et pour comprendre quel type d'industrie sera envisageable. À long terme, nous devrons apprendre à utiliser les richesses locales. Cela prendra peut-être du temps, mais au bout du compte, beaucoup de gens vivront sur la Lune. Station spatiale naturelle, laboratoire pour la recherche spatiale, habitat pour les colons, c'est une nouvelle vision de la Lune qui prend forme. On est loin de l'image du corps céleste qui inspirait autrefois la crainte et le respect, la sorcellerie et la folie, la passion et l'amour. Depuis Apollo, on ne peut plus regarder la Lune comme avant. 7, 6, 5, Le meilleur de la science et de la technologie américaine a envoyé les astronautes de l'Apollo dans l'espace, et avec eux les espérances et les rêves de tout un peuple. D'une certaine manière, nous sommes tous allés sur la Lune. Okay, Houston, we're maneuvering to the burn attitude. Roger, we copied that 12. Lors de la mission Apollo 12, Alan Bean et Charles Conrad sont le deuxième équipage à se poser sur la Lune. We're trying all these things that we didn't have in Gemini, like toothpaste and shaving, and we're really having a ball up here. Roger. All dressed up and no place to go. Oh, we're going someplace. We can see it getting bigger and bigger all the time. All three of us are plastered to the windows looking. Leur objectif est ambitieux. Allunir, près de Surveyor, la sonde spatiale automatique envoyée sur la Lune près de 3 ans plus tôt pour retransmettre des photos de la surface lunaire. Hey, Houston, the Sim's running pretty smooth today. Pendant le voyage, Conrad émet quelques doutes sur l'objectif. Ce n'aurait pas dû être le cas, mais apparemment le succès de la mission reposait sur le fait de retrouver le Surveyor. Les gens m'ont toujours demandé « De quoi vous inquiétiez-vous » Eh bien de cela précisément. J'avais peur de ne pas le retrouver. Et puis je ne savais pas très bien non plus comment les scientifiques pouvaient savoir exactement où il était. Okay, got the old camera running. Okay. Conrad est impatient de fouler le sol. Down to the pin. Okay. Man, that may have been a small one for Neil, but that's a long one for me. I gotta take it easy and watch what I'm doing. Boy, you'll never believe it. That's what I see sitting on the side of the crater. The old surveyor, huh? The old surveyor, yes, sir. Does that look neat? It can't be any further than 600 feet from here. Plus tard, Conrad et Bean récupèrent aussi la caméra du Surveyor et la pelleteuse mécanique, toutes deux en parfait état malgré 3 années d'exposition. Plus important encore, cet alunissage de précision a prouvé aux scientifiques qu'ils peuvent en toute sécurité envoyer un vaisseau sur une cible déterminée à 400 000 km de là. Conrad et Bean installent le premier poste d'un réseau scientifique pour mesurer le champ magnétique de la Lune, les gaz de surface, la quantité d'énergie émanant du Soleil et les rares et légers tremblements de Lune. Alimentés par de petits générateurs nucléaires, les instruments fonctionneront des années. Chaque mission de l'Apollo améliore la vision d'ensemble. Les 6 lieux d'alunissage comprennent des zones montagneuses et des plaines. Oh, spectacular. Just spectacular. Wow. Sorry, Charlie. Lors des 3 dernières missions, les jeeps lunaires permettent une plus grande mobilité. Pouvant atteindre 17 km/h, les jeeps lunaires électriques emmènent les astronautes à plus de 10 km de leur capsule et ils peuvent ainsi prélever des centaines de kilos de roches et d'échantillons. À chaque mission, un nouveau poste scientifique est ajouté au réseau. I guess so. Keep it nice for the next guy.
On prélève des carottes de la surface du sol et on prend plus de 30 000 photographies. Chaque instant de la journée des astronautes a été programmé avec soin pour des tâches scientifiques. À l'apogée du programme Apollo, plus de 9 millions de relevés d'instruments de lecture par jour sont envoyés sur Terre, données que des scientifiques analysent encore aujourd'hui. Notre connaissance de la Lune est devenue plus approfondie et plus vaste que celle de tout autre objet du système solaire, mis à part la Terre. Les géologues tels que Paul Spudis ont retracé l'histoire de la Lune et ont formulé une nouvelle théorie sur son origine. Avant les alunissages d'Apollo, il y avait 3 théories sur l'origine de la Lune. L'une était que la Terre et la Lune s'étaient formées conjointement. L'autre, que la Lune aurait été formée dans une autre partie du système solaire et ensuite capturée dans l'orbite de la Terre. Et enfin, que la Lune s'est détachée très tôt de la Terre quand la Terre tournait très vite sur elle-même au début de sa formation. Nous avons découvert, grâce à Apollo, qu'aucune n'est défendable. Et en fait, il a fallu Apollo pour mesurer l'importance des impacts dans les débuts de la formation géologique. Aujourd'hui, la théorie prédominante est qu'une gigantesque planète a heurté la Terre il y a 4,5 milliards d'années et propulsé des morceaux de matière sur son orbite qui se sont agglomérés pour former la Lune. À l'origine, le système solaire était un endroit chaotique. Fonçant dans l'espace, une planète de la taille de Mars a heurté la Terre. L'impact a été tel qu'une partie de la surface de notre planète a fondu et a été éjectée dans l'espace. Une partie de la matière en fusion est retombée sur la Terre. Une autre est restée en orbite. Pendant des dizaines de millions d'années, les débris en orbite ont fusionné en un nouveau corps céleste. La Lune était née. Si cette théorie est exacte, alors la Lune est en effet le 8e continent, un fragment de la boule terrestre. Il y a 4,5 milliards d'années, la géométrie du système Terre-Lune se mettait en place. D'abord sphère en fusion, la Lune a rapidement refroidi. Des météorites criblaient sans relâche la surface. Il y a environ 3,8 milliards d'années, le bombardement semble avoir atteint son paroxysme cataclysmique, dessinant les immenses cratères encore visibles sur la Lune aujourd'hui. Puis, la violence a cessé. Pendant des millions d'années, la lave s'est écoulée par des failles, remplissant les bassins, créant les zones sombres et planes que l'on appelle aujourd'hui les marias, les mers. Une pluie battante d'impact plus petit a pulvérisé sa surface en une couche poudreuse. Presque rien d'autre n'a changé au cours des 3 derniers milliards d'années. Aujourd'hui, la Lune est un monde mort. C'est une capsule témoin. Chaque cratère correspond à un battement de l'horloge géologique. Sa surface crevassée est un document historique de la naissance violente de notre système solaire et de l'évolution des planètes. Cette fenêtre sur le passé nous a permis d'approfondir notre réflexion. Et si les événements qui ont laissé leurs marques sur la Lune avaient également laissé des marques sur la Terre? La Terre primitive subissait des pluies de météorites. Selon certains, celles-ci ont peut-être créé les conditions qui ont permis à la vie de commencer. Mais la plupart de ces marques ont disparu. Contrairement à la Lune, la Terre a évolué. Les continents ont dérivé et se sont heurtés. La géologie a été effacée et réécrite. Les scientifiques pensent que la vie d'aujourd'hui résulte d'un bombardement venu de l'espace, un impact assez puissant pour perturber le climat planétaire et provoquer des extinctions massives. Une telle catastrophe serait par exemple à l'origine de l'extinction des dinosaures, il y a 65 millions d'années. Certains disent même que périodiquement, environ tous les 26 millions d'années, des météorites détruisent presque toute la vie sur la planète. Les fossiles ne suffisent pas à le prouver.
Mais une série d'impacts périodiques sur la Lune, coïncidant avec des extinctions massives sur la Terre, rendrait crédible cette théorie. L'idée est donc d'aller sur la Lune, d'étudier une grande variété de cratères en surface, formés il y a environ 3 milliards d'années, de prélever des pierres d'impact fondues, de les dater, et ainsi de résoudre définitivement cette question: existe-t-il une périodicité dans la formation des cratères ou non? C'est un exemple où l'étude des cratères de la Lune peut être très révélatrice de l'histoire de la vie sur Terre. Dispersés comme des fossiles dans le sol, dorment les réponses sur l'origine de la vie et sur l'évolution de créatures assez audacieuses pour rêver à travers les âges d'un voyage vers un autre monde. Oh, is this a neat way to travel? Isn't it great? I like to skip along. But me, boy. En 1902, Méliès réalisait le premier film spatial. Son voyage dans la Lune a été le plus grand succès de son temps. Aussi fantaisiste qu'il puisse paraître, le film reflète la confiance dans l'ère industrielle. Avec les progrès de la science, pourquoi les hommes ne monteraient-ils pas un jour une expédition vers la Lune et ne s'extasieraient-ils pas devant ces paysages pittoresques? Another interesting sight, Houston. I can look straight up and see our good Earth back there. Ready? Quand enfin on est allé sur la Lune, c'était à peu près dans le même état d'esprit que d'aller camper. On s'est équipé de tout l'oxygène, l'eau, la nourriture et le combustible nécessaire à 2 astronautes pour aller vivre sur la Lune et en revenir. Les scaphandres et les vaisseaux spatiaux ont été prévus pour une seule utilisation. Et sur Apollo 15, Dave Scott et Jim Irvine ont déchargé la première des 3 jeeps lunaires qui resteraient sur la Lune. Keep it taut. Easy, Jim, easy. Okay. Here, let me help you. I'm going to move the TV camera because it'll save us time if we don't have to tell you what we're doing. Okay. Du lancement à l'atterrissage, chaque mission a été suivie depuis un centre de contrôle à 400 000 km de là. Mais pour les partisans d'un retour sur la Lune, la prochaine fois, ce sera différent. S'établir sur la Lune est l'étape qui suit l'exploration. Si vous regardez attentivement l'Ouest, il y a eu d'abord les pionniers, puis des marchands qui faisaient du troc avec les pionniers. Puis il y a eu des forts pour protéger les marchands. Ensuite, il y a eu des villages construits près des forts. Et cela a été une sorte de progression. Eh bien, les astronautes d'Apollo ont été des pionniers. Ils représentent la légende et les hommes mythiques. Et maintenant, il s'agit de s'implanter sur la Lune, de s'y installer de façon permanente. Si nous voulons faire plus que d'aller sur la Lune de façon sporadique et y maintenir une base comme nous le faisons en Antarctique, si nous voulons en effet grandir et prospérer là-bas, nous devons développer notre aptitude à vivre sur ce sol. De l'eau, un abri, des terrains de chasse et un sol fertile, telles sont les richesses que les colons ont toujours recherchées sur Terre. Qu'est-ce que la Lune a à offrir? Aucune vie n'a jamais surgi de cette surface. Les jours et les nuits durent chacun 2 semaines. La température monte à 126 degrés et descend à moins 132. Les radiations cosmiques et solaires brûlent le sol. Ici, les lois de la nature régissent un environnement inhospitalier et étranger, comme l'astronaute Dave Scott l'a clairement démontré. And I guess one of the reasons we got here today was because of a gentleman named Galileo a long time ago, who made a rather significant discovery about falling objects in gravity fields. And we thought that where would be a better place to confirm his findings than on the moon. And so we thought we'd try it here for you. The feather happens to be appropriately a falcon feather for our falcon.
and I'll drop the two of them here, and hopefully they'll hit the ground at the same time. How about that? Dans ce vide, il n'y a pas d'atmosphère, pas de météo, pas de son. La Lune étant plus petite que la Terre, sa gravité est seulement 1/6 de celle de la Terre. Sur Terre, un astronaute de l'Apollo en scaphandre pèse 165 kg. Sur la Lune, il n'en pèse plus que 27. Que faire dans ces conditions avec un tel sol? Getting awful dusty. Boy, everything is just full of dust. There's got to be a point where the dust just overtakes you and everything mechanical quits moving. Un astronaute aurait même dit que sa brosse à poussière était le plus important de ses outils. Chaque perturbation de la surface soulève une myriade de particules qui tentent à adhérer à tout ce qu'elle touche, y compris les objectifs. Thank you, Dino. It looks much better. On est loin du jardin d'Éden, et pourtant ce monde stérile a beaucoup à offrir si on sait ce que l'on cherche. La réputation qu'a la Lune d'être stérile est fondée selon les critères terrestres, mais pas selon des critères planétaires. C'est plus facile pour moi qui suis chimiste parce que je pense aux éléments chimiques présents. On peut toujours fabriquer ce dont on a besoin à partir d'eux. Et bien entendu, tous les éléments sont sur la Lune. Sa plus grande richesse est précisément son sol. Tous les éléments y sont présents partout. Par exemple, avec 1 mètre cube de sol lunaire, vous avez tout le carbone, l'hydrogène, l'azote et l'oxygène et d'autres éléments dont vous avez besoin pour un repas de 2 personnes. Vous pouvez préparer 2 gros sandwichs au fromage, 2 verres de boisson gazeuse. Vous n'avez même pas besoin d'ajouter un édulcorant. Vous avez du sucre véritable. Vous pouvez obtenir quelques prunes. Et il vous restera encore tous les éléments chimiques, sauf l'hydrogène. Tout ce que nous voulons est là, mais pas sous les formes dont on a l'habitude sur Terre. Mais comment extraire les ressources de la Lune? Askin est en train de développer des techniques d'extraction. Il reproduit chimiquement un peu de sol lunaire. Des électrodes y sont enfoncées. Dans un four chauffé à 1430 degrés, on fait fondre l'échantillon. L'électricité passe entre les électrodes et sépare les composants de l'échantillon. Le fer et le silicium vont adhérer à une électrode. Des bulles d'oxygène pur vont se détacher et adhérer à l'autre électrode. Cette expérience montre que des principes simples peuvent être utilisés pour extraire d'importantes ressources naturelles de la Lune. La production d'oxygène pourrait devenir une industrie clé de la colonie lunaire, procurant à la fois des équipements de vie et du combustible pour le transport. Les métaux provenant de la Lune pourraient être utilisés pour fabriquer et réparer les équipements. Il y a des ressources naturelles à exploiter sur la Lune. Mais la technologie pour le faire doit d'abord être développée sur Terre, et c'est là le hic. Près d'une demi-tonne de roches et de terre a été rapportée de la Lune. On en prend soin comme le plus rare et le plus précieux minerai terrestre. La NASA n'en fournit que des quantités infinitésimales aux chercheurs. Tous les éléments courants existent sur la Lune, mais certains se sont combinés pour former des minerais inconnus sur Terre. Le sol lunaire contient une grande proportion de verre qui s'est constitué lorsque les impacts de météorites ont fondu la surface. Des petites billes qui peuvent rendre le sol glissant, comme les astronautes l'ont découvert. Okay, up, here we go again. Give me a help. Give it a slight rotation clockwise as you're lifting out. Okay. Stay there. Stay there.
Comment fabriquer des équipements permettant d'exploiter le sol lunaire industriellement? Comment tester un moyen de transformer la poudre lunaire en béton ou en terre fertile, quand on est limité à un dé à coudre de matières premières? La réponse se trouve peut-être chez nous, dans une carrière abandonnée près de Duluth, dans le Minnesota. Le géologue Paul Weiblen a étudié les premiers échantillons rapportés par l'Apollo en 1969. Des années plus tard, il a été frappé par la similitude chimique de ces roches basaltiques. Elles sont le plus proche équivalent terrestre connu à ce jour. Mais pour obtenir un substitut comparable au sol lunaire poudreux, Weiblen a dû mettre lui-même la main à la pâte. En une après-midi, il a accompli ce qui a demandé 3 milliards d'années de pluie météorique sur la Lune. Les installations qui servaient autrefois à exploiter du minerai de fer pulvérisent la pierre. Pour simuler la chaleur intense d'un impact, la poudre est portée dans un réacteur à plasma à une température de 2760 degrés. Le produit final est appelé Minnesota Lunar Simulant, en abrégé MLS. Ce n'est pas un équivalent parfait du sol lunaire, mais sa similitude chimique globale, sa minéralogie et ses billes de verre microscopiques font du MLS un important outil de recherche. Je m'intéresse surtout aux expériences sur des substituts parce qu'elles permettent d'étudier aujourd'hui ce qui aidera ceux qui iront plus tard sur la Lune à utiliser le sol lunaire pour la culture et pour extraire de l'oxygène. Nous aurons déjà fait toutes les erreurs sur Terre. Des kilos de MLS peuvent être fournis aux chercheurs à un prix dérisoire. À mesure que l'intérêt a grandi pour le développement de l'industrie lunaire, des commandes sont arrivées du monde entier. À la Shimizu Corporation, les ingénieurs utilisent le MLS pour expérimenter un béton lunaire. Chaque kilo de matériel lancé depuis la Terre sur la Lune coûte pratiquement son poids en or. Apprendre à bâtir avec les matières premières locales sera la seule solution viable pour construire sur la Lune. Les essais de fluage démontrent que ce simili-béton lunaire est au moins aussi résistant que le béton terrestre. Mais fabriquer du béton sur la Lune nécessite le développement d'une autre ressource naturelle, l'eau lunaire. À l'université du Dakota du Nord, les chercheurs ont trouvé un moyen d'extraire de l'eau de la pierre. Ils chauffent du MLS à 870 degrés puis injectent de l'hydrogène. En passant à travers le MLS, l'hydrogène libère l'oxygène qui se combine avec lui. La vapeur ainsi formée se condense en eau. Exploiter le sol lunaire peut paraître facile, mais cela implique la production d'une grande quantité d'énergie électrique et thermique sur la Lune. Chez McDonnell Douglas, en Californie, des ingénieurs ont trouvé une solution innovatrice. Ils font régulièrement fondre du MLS dans un moule en graphite à plus de 1100 degrés, mais sans fourneau électrique. Ils exploitent la plus vieille des sources d'énergie. Au cours des années 80, McDonnell Douglas a développé de gigantesques concentrateurs solaires dans le cadre d'un programme d'énergie de substitution. Une technologie qui paraît très prometteuse pour la Lune. Le moule est placé au centre du concentrateur. Et la lumière du soleil est focalisée dessus. En 20 minutes seulement, le MLS à l'intérieur atteint 1200 degrés et fond. Sur la Lune, où il n'y a pas d'atmosphère, le soleil est encore plus brûlant. On laisse refroidir le moule toute une nuit.
24 heures plus tard, il est encore chaud au toucher. L'expérience a fabriqué une sorte de produit céramique dur, près de 2 fois plus résistant que du béton. Un jour, des matériaux similaires pourraient être utilisés pour construire des habitations ou pour paver les routes de villes lunaires. Il y a des trésors dans ces collines, peut-être assez pour entretenir une colonie lunaire. Mais il y a d'autres raisons qui pourraient nous ramener sur cet avant-poste. Durant des siècles, les hommes ont levé les yeux vers la Lune et ne pouvaient que rêver l'atteindre. Bientôt, nous pourrions nous retrouver à lever les yeux depuis la Lune elle-même pour explorer l'univers comme jamais auparavant. Durant la mission Apollo 16, l'astronaute John Young a installé un appareil photo à ultraviolet pour effectuer les premières observations astronomiques depuis la Lune. Il a pris des photos montrant les couches supérieures de l'atmosphère terrestre et l'étendue de son champ magnétique. Il a également photographié les radiations ultraviolettes du Grand Nuage de Magellan, une galaxie proche de la nôtre. Une image très différente de tout ce qu'on aurait pu obtenir depuis la Terre. Quelques astronomes ont commencé à se dire que la Lune serait une plateforme idéale pour observer l'univers. L'observatoire de Apache Point à Las Cruces au Nouveau-Mexique est construit avec des matériaux légers et des pièces simples. Il est aussi télécommandé par Jack Burns, astronome à l'Université du Nouveau-Mexique à 200 km de là. Burns considère Apache Point comme un prototype d'observatoire lunaire commandé par des astronomes sur Terre. Mais il a aussi une plus grande ambition pour l'astronomie sur la Lune. La Lune, du point de vue astronomique tout au moins, est un monde géologiquement mort. Le sol est extrêmement stable. Il y a 8 gradations de l'échelle de grandeur géodynamique de moins que sur la Terre. Et il serait intéressant d'utiliser ce qu'on appelle l'interférométrie optique, c'est-à-dire installer plusieurs télescopes individuels reliés entre eux et formant un unique télescope très puissant pour observer le cosmos avec une très grande définition. On ne peut pas le faire de la Terre, pas seulement à cause de l'atmosphère, mais aussi parce que le sol terrestre est très instable. Un réseau de télescopes à plusieurs kilomètres de diamètre pourrait avoir un fantastique pouvoir résolvant, jusqu'à 1 million de fois supérieur à tout ce qu'on pourrait avoir sur Terre. Mais même un observatoire lunaire modeste permettrait de précieuses recherches. If we had a lunar-based telescope, then we'd be able to zoom in by several factors of 10 more than what we've got here and really look in detail at where these stars are forming. One of the real exciting parts, though, Ce qui sera surtout passionnant avec ces nouveaux télescopes, c'est qu'on sera capable de détecter d'autres planètes de notre galaxie. C'est la première étape pour savoir si, oui ou non, la vie sur d'autres planètes et d'autres mondes est une réelle possibilité. Malgré toutes nos explorations de cette obscurité céleste, nous n'avons pas encore trouvé un seul système planétaire comme le nôtre. Des observatoires sur la Lune pourront prolonger les recherches en cours et scruter les cieux pour y trouver les signes révélateurs de planètes en orbite autour d'une étoile éloignée ou des signaux énigmatiques mais intelligents qui nous diront « Vous n'êtes pas seul ». La Lune est porteuse d'une grande vision d'avenir, pleine d'espoir et de promesses. Mais pour l'instant, en cette fin de XXe siècle, nous restons des terriens. Comment retourner sur la Lune? Notre retour sur la Lune ne peut pas et ne devrait pas être envisagé comme une grande mission. Il s'agirait surtout de recréer une infrastructure de transport, comme une autoroute qui aurait jadis existé.
On en a eu tous les éléments. Il faut peut-être les actualiser avec la technologie d'aujourd'hui, mais nous, les États-Unis, nous possédons déjà un système de transport lunaire. Nous savons comment nous y prendre. Une fois en place, nous serons capables de monter un grand nombre de missions pour un coût relativement faible et nous aurons presque toute la capacité requise pour pousser jusqu'à Mars. Durant Apollo, chaque lancement était distinct et unique. Chacun une expédition à part entière. Les partisans de la Lune ont une approche différente. Les premiers à retourner sur la Lune seraient des satellites et des appareils robotisés pour dresser les cartes des minerais et des ressources naturelles et pour déterminer le site de la première antenne lunaire. Le premier équipage serait approvisionné pour un séjour de plusieurs semaines. Leur alunissage suivrait celui du vaisseau cargo contenant l'habitat, la logistique et le laboratoire scientifique. Des équipes de spécialistes se relayeraient périodiquement. Les géologues exploreraient. Les ingénieurs développeraient de nouvelles technologies. Les robots de construction seraient commandés par des opérateurs situés à des kilomètres, peut-être même sur Terre. Épargnant aux ouvriers humains les dangers d'une exposition prolongée dans un environnement hostile, les robots assembleraient les éléments de construction d'une base lunaire. Des ingénieurs de l'environnement maîtriseraient l'art de recycler l'eau et l'air précieux grâce à des systèmes à circuit fermé. Fabriqués directement à partir du sol lunaire, d'immenses panneaux solaires convertiraient la lumière en électricité. L'énergie solaire recueillie sur la Lune pourrait même être envoyée sur une Terre avide d'énergie et devenir la première importation extraterrestre. La Lune pourrait aussi fournir une autre source d'énergie, l'hélium-3, un rare isotope présent en quantité infime sur Terre, mais exploitable dans le sol lunaire. Au cours du prochain siècle, les scientifiques espèrent développer une nouvelle technologie de fusion nucléaire beaucoup plus efficace. Des réacteurs alimentés en hélium-3 importés de la Lune pourrait produire une énergie nucléaire propre et inoffensive. Le commerce entre la Terre et la Lune pourrait assurer l'indépendance financière de la colonie lunaire. Enfin, les hommes apporteraient des graines de végétaux sur la Lune, créant des habitats où les plantes recycleraient l'eau et de l'oxygène exactement comme elles le font sur Terre. Pour certains, la colonie lunaire pourrait même devenir autosuffisante, grâce au développement de nouvelles formes d'élevage et d'agriculture dans l'espace. Dans un avenir lointain, la Lune deviendrait aussi une oasis accueillante pour ceux qui travaillent dans les stations spatiales et un poste d'approvisionnement pour les missions vers Mars et au-delà. Mais aujourd'hui, pas un seul dollar d'argent public n'est investi en ce projet. Une rêverie utopique, disent même certains. Mais des choses plus étranges se sont matérialisées. Durant les années 30, un film intitulé « Voyage dans la Lune » a mis en image la vision du futur d'un homme. Konstantin Tsiolkovsky, un instituteur russe, a rêvé toute sa vie de voyager dans l'espace.
Une équipe d'explorateurs audacieux voyage dans une fusée à étages. Okay, the first stage was very smooth, and this one is smoother. Ils maîtrisent parfaitement une technologie complexe. Houston, Apollo 11, Star 40 has just disappeared now in the Sexton. Ils s'adonnent aux joies de l'apesanteur. Suivant rigoureusement leur trajectoire, ils approchent de la Lune avec anxiété. Puis, ils se posent d'une façon inhabituelle, à la verticale. Contact light. Okay, engine stop. ATA at a descent. We copy you down, Eagle. L'intelligence humaine pourra peut-être se réaliser dans l'espace ou y découvrir ses limites. Y a-t-il des limites au progrès technologique? Y a-t-il des limites à notre imagination? C'est peut-être la plus grande chose que nous ayons apprise en allant sur la Lune. Si nous avons le courage de rêver et la volonté de réussir, nous pouvons être maîtres de notre avenir. I'm going to step off the limb now. That's one small step for man, one giant leap for mankind. Mesdames et messieurs, nous espérons que vous avez passé un agréable moment au musée de la base de la Tranquillité et que vous aurez apprécié cette présentation historique. Si vous avez la nostalgie des débuts de l'exploration lunaire, rappelez-vous ceci. Bien que la Lune soit devenue un endroit familier et confortable, la frontière est toujours là, devant nous, juste hors de portée, devançant légèrement notre plus débordante imagination.